Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. 20h10 pour nous joindre en studio dans Marceau le soir, c'est le live à radiox.com. Au téléphone, c'est le 418-670-9098, 418-670-9098, 1877-440-2464. C'est notre ligne sans frais. C'est le temps de la chronique la plus téléchargée dans Marceau le soir. Et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers, son nom c'est Christian Page, c'est l'enquêteur du paranormal. Salut Christian! Salut Yannick! T'es obligé de te féliciter dès le départ, cher Christian. Ben vas-y. Parce qu'on a eu J'accepte toutes les félicitations. On a eu des bonnes nouvelles pour ta nouvelle émission qui s'appelle L'enquêteur du paranormal sur le canal Historia. Oui. T'as 200 000 téléspectateurs chaque semaine qui te suivent. Wow! Exactement. Alors, félicitations. ça, c'est quand même très impressionnant pour une télévision, disons, spécialisée. Hein? Puis c'est une télévision qui ne fait même pas partie c'est un réseau qui ne fait même pas partie du réseau de base. Hein, parce que les gens qui s'abonnent au câble, ils ont des réseaux, ils ont une vingtaine de canaux. Celui-là ne fait pas partie du réseau de base, donc c'est encore plus limité. Ouais. Et pourtant, c'est 200 000 téléspectateurs par semaine. C'est en fait Historia avait thématisé le lundi soir comme étant les lundis soirs insolites. Donc, on avait des émissions un petit peu étranges, là, nos ancêtres, les extraterrestres, Hangar 1, des trucs sur les ovnis, tout ça. Et cette émission-là s'inscrivait dans ce créneau-là, mais elle détonnait des autres parce que, je suis pas sceptique, mais relativement critique lorsqu'il est question de phénomènes paranormaux. Oui. Et j'avais peur, le réseau aussi avait peur que les téléspectateurs ne suivent pas parce que le discours était un petit peu plus prudent. Et pourtant, les codes d'écoute sont là. Ça a été très populaire. Alors, on ne peut que s'en féliciter toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Oui, puis c'est grâce aussi à la personne que tu es, ton talent de raconteur, de ton professionnalisme, mais je voulais te dire, c'est surtout pas à cause de ton sex appeal. Ah. Pourtant, j'ai eu des beaux courriels de madame. Oui, Ginette. Oui, il y a des madames qui me trouvaient tout à fait convenables. Bon, quand tu t'y mets, t'es pas si pire, je dois te l'avouer. Bon. Hey, pour ta chronique de cette semaine, on commence avec un virus zombie. Oui, écoute, beaucoup de nouvelles cette semaine. Tu sais, ce matin, d'ailleurs, il y a une grosse nouvelle qui est tombée ce matin. La CIA, la Central Intelligence Agency, a publié vient de mettre en ligne 13 millions de documents. J'ai bien dit 13 millions de documents, en fait des pages qui ont été libérées par la loi d'accès à l'information. Et dans ces 13 millions de pages, évidemment, il y en a sur les pouvoirs psychiques que la CIA aurait apparemment enquêté. Il y a des trucs sur les ovnis. Il y en a sur JFK, évidemment. Comme ça a été mis en ligne ce matin, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je lis ça, puis je t'en reparle la semaine prochaine de ça. Parfait. 13 millions de pages. Donc, virus zombie. Oui, virus zombie. Écoute, c'est assez intéressant comme nouvelle. Écoute, ce sont des étudiants du département de physique et d'astronomie de l'Université de Leicester, en Angleterre, qui viennent de publier dans un périodique scientifique une étude sur la propagation d'une épidémie de zombies. Bon, alors là, voici les prémices de base. Ils ont supposé que chaque zombie, on part bien sûr au départ d'un patient zéro. Donc, on a un premier patient qui est atteint de ce fameux virus du zombie. Ouais. Et là, lui, il va rencontrer dans la journée un être humain qui est sain, avec une possibilité ou à l'issue de cette rencontre, il y ait 90% de chances que l'humain va être infecté par le virus du zombie. Alors, tu comprends que le premier jour, on a un zombie, le deuxième, 2, les deux vont rencontrer des humains, ça risque de faire 4, de 4, 8, ça va se multiplier de cette façon-là. Ils ont également pris en compte que le zombie infecté peut vivre jusqu'à 20 jours sans son cerveau. Après ça, il va décéder. Et là, on a considéré, en tenant compte de ces éléments-là, la propagation du virus, on en est arrivé à la conclusion. Et là, évidemment, ça nous rappelle, bien sûr, des séries télé un peu comme Walking Dead et autres. Et là, ils ont calculé qu'en 100 jours, sur une population de 7,5 milliards d'habitants, il ne resterait qu'à peu près 300 humains sains. C'est incroyable. C'est quand même rapide, là. Et là, évidemment, quand on tient compte de ça, eux, ce qu'ils ont imaginé, c'est que leur fameux virus de zombies,
serait en fait beaucoup plus contagieux. En fait, serait 2 fois plus contagieux que le virus de la peste noire qui avait décimé l'Europe au 16e siècle. Puis là, ils ont calculé qu'en faisant ça, à partir toujours d'un patient zéro, après 20 jours, ce qui aurait commencé comme une infestation d'un seul individu, après 20 jours, on est face à une pandémie. Et puis, comme je l'ai mentionné, après 100 jours, presque l'humanité au complet est devenue des zombies. Est-ce que tu as écouté Walking Dead? Oui. Oui, est-ce que tu as écouté toutes les séries ou à un moment donné, tu as fait comme moi et tu as dit, voyons non, ça revient pas mal toujours au même? Oui, c'est à peu près ça. Moi, après, je te dis, après la première saison, je dis, OK, c'est correct. J'ai compris le principe. Est-ce qu'il y a déjà un virus dans le monde qui a ressemblé à un virus zombie, entre autres sur le continent africain? Non. Jamais. Il n'y a pas de virus qui ressemble à ça. Mais en fait, ce qui est amusant ici, parce que c'est vrai que des zombies, on retrouve ça notamment dans la culture haïtienne, oui. Avec le vaudou, mais on sait maintenant que les zombies, c'est une drogue. On administre une drogue à ces gens-là qui les place dans un état d'hébétude qui donne un peu l'aspect du zombie. Mais en fait, notre exercice, ça peut faire sourire parce qu'on parle ici des zombies, mais en fait, il y a un aspect caché à ça. C'est-à-dire que nos chercheurs, ils ont choisi un virus zombie pour ne pas faire peur à la population, parce que ça fait sourire, on dit une infestation de zombies. Mais en réalité, si tu changes le virus zombie par, disons, des mots comme genre souche virulente de l'Ebola, et en utilisant les mêmes paramètres, c'est-à-dire qu'une personne atteinte, par exemple, d'une souche virulente de l'Ebola pourrait vivre 20 jours avant de décéder, tu vas te retrouver exactement avec les mêmes paramètres, parce que le travail a été fait de façon tout à fait consciencieuse, avec des véritables données statistiques. Donc, si on remplace le zombie par l'Ebola ou le Zika, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, là, effectivement, ça nous donne un peu une idée à quelle vitesse une pandémie d'un virus très virulent comme ceux-là pourrait se répandre à l'échelle mondiale. Mais on a vraiment eu peur pour l'Ebola, là. Oui, absolument. L'Ebola, à un moment donné, à partir du moment où on a commencé à avoir des cas, tant que ça se limitait à l'Afrique, on avait l'impression qu'on pouvait circonscrire l'épidémie. Ouais. À partir du moment où on a commencé à avoir des cas qui sont arrivés aux États-Unis, là, évidemment, on a craint effectivement que ce qui était une épidémie locale devienne finalement une pandémie mondiale. Donc, c'est un peu pour ça que les chercheurs de l'Université Leicester se sont penchés là-dessus. Ils ont volontairement, on l'a bien compris, choisi le zombie parce que ça fait sourire, mais c'est quand même inquiétant quand on pense qu'il y a de plus en plus de souches virulentes de virus qui apparaissent, parce que souvent les virus ils s'adaptent un peu en fait aux médicaments ou aux antidotes que l'on va administrer à des gens pour se renforcer et développer de nouvelles souches. On parle maintenant du Boeing 767 de Malaysian Airlines qui s'est malheureusement écrasé. Je me souviens bien, c'est dans le coin du mois de mars 2014. Là, on met fin aux recherches? Oui, voilà. Donc, même si cet incident-là n'était plus à la une des journaux, les recherches se poursuivaient. Tu l'as mentionné, donc on le rappelle, l'événement se passe le 8 mars 2014. On a un appareil, un Boeing 737 de la Malaysian Airlines, le vol MH370. Il prend son départ depuis Kuala Lumpur, il est minuit 41, et à peu près 1 heure après son départ, alors que tout semble aller pour le mieux, l'appareil va soudainement changer de direction et la balise de l'appareil, ce qu'on appelle le transpondeur, c'est ce qui apparaît sur les radars. Quand on regarde des films ou des documentaires, on voit souvent des écrans radars et on voit des points apparaître sur l'écran radar avec des petits numéros, des informations aux côtés de ces points-là. Ces informations-là, elles sont transmises par un appareil qui se trouve à l'intérieur de l'avion, qui s'appelle le transpondeur. Lui, le transpondeur, il envoie au radar une information en disant « Je suis le vol numéro 1 tel, je me déplace à telle altitude, à telle vitesse, etc., etc. » Donc, il fournit des informations télémétriques sur son déplacement. Cette balise-là est toujours activée et pour la désactiver, il faut vraiment une manœuvre manuelle. Ça se déconnecte pas comme ça, là. Or, dans le cas du MH370, on sait que après son départ, 1 heure après le départ, l'appareil a changé de trajectoire et la balise de transmission a été volontairement désactivée. Et ensuite, on sait ce qui se passe. Il y avait 239 passagers à bord. L'appareil est disparu. Et ça constitue aujourd'hui la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation parce qu'on n'a pas retrouvé grand-chose et on n'a pas d'idée sur qu'est-ce qui s'est produit à bord. Est-ce que c'est un bris mécanique? Ce qui serait quand même assez surprenant. Est-ce que c'est un acte de terrorisme?
c'est un acte qui n'aurait pas, dans ce cas-là, été revendiqué par aucune faction terroriste. Est-ce que ce sont les pilotes ou un pilote qui aurait décidé de se suicider en entraînant l'appareil avec lui? Ça s'est déjà vu dans le domaine de l'aviation, mais encore là, on n'a aucune information pour étayer ça. Bref, c'est vraiment un casse-tête. Qu'est-ce qui a fait que l'appareil a changé de trajectoire de cette manière-là? On sait qu'il a volé pendant à peu près 7 heures avant de disparaître, et évidemment, l'hypothèse, c'est qu'il s'est abîmé quelque part dans l'océan Indien, parce que je te rappelle que l'an dernier, on a retrouvé sur l'île de la Réunion un gros morceau de l'aile de l'appareil. En fait, c'était le 29 juillet dernier, un gros morceau d'une aile, et on a confirmé que ce morceau d'aile provenait bel et bien du MH370. Donc, qui vient confirmer l'hypothèse que l'appareil se serait abîmé en mer. D'autres débris ont été trouvés au large de la côte de la Tanzanie, en Afrique, ce qui encore ajoute à l'idée que l'appareil se serait abîmé en mer. Mais on n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est réellement passé. Évidemment, ça a donné naissance à toutes sortes de théories du complot. Au-delà des hypothèses vraisemblables que je t'ai mentionnées, les théoriciens du complot, eux, ont imaginé que les autorités américaines avaient détourné l'avion vers une petite île dans l'océan Indien qui s'appelle Diego Garcia. On aurait assassiné les gens à bord, et tout ça pour mettre la main sur une poignée de scientifiques chinois qui faisaient partie des passagers. Donc, un scénario complètement débridé, mais bon, faut bien l'avouer. Les théoriciens du complot n'en sont pas à une invraisemblance près. Et si je me souviens bien, ces scientifiques-là chinois travaillaient sur un moyen de combattre le sida. Est-ce que c'était ça? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et là, tout ça a tenu longtemps l'actualité, le devant de la scène de l'actualité. Et là, on en entendait un peu moins parler, mais même si les médias faisaient un peu la sourde oreille ou un peu un silence là-dessus, il y avait quand même des recherches qui se poursuivaient en mer, des recherches qui étaient à la fois financées par les autorités chinoises, malaisiennes et australiennes. Et là, voilà que hier matin, conjointement, les 3 groupes ont annoncé qu'ils mettaient fin finalement aux recherches, après avoir quand même, on a passé quand même au peigne fin quelque chose comme 120 000 kilomètres carrés du fond océanique. Et on n'a absolument rien retrouvé. Il faut dire aussi qu'en novembre dernier, les autorités australiennes avaient émis un doute sur la zone de recherche en disant, finalement, en refaisant des calculs, peut-être que la zone de recherche, peut-être que l'appareil serait tombé un peu plus au nord. Mais comme on n'a pas plus d'informations que ça et que les calculs restent, somme toute, assez aléatoires, on se dit, ça vaut pas la peine de déplacer le terrain de recherche. Fait que finalement, on a décidé d'abandonner. Et faut bien l'avouer, à moins que des recherches éventuelles sous-marines pour d'autres objectifs ou peut-être financés par des fonds privés retrouvent l'épave du MH370, je pense qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à bord. Puis ceux qui font tout le temps appel à Padoue, là, comment il s'appelle? Saint-Georges de Padoue? Saint-Antoine de Padoue. Ça marche pas, ça? Non, ça... Je pense qu'on a bien peu de chance avec Saint-Antoine de Padoue. J'ai bien l'impression que le 777 du vol MH370 va demeurer encore pour un petit bout de temps la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation. Devrait l'essayer, Christian, avec Saint-Antoine de Padoue, là. Peut-être. Nos grands-parents nous disaient tout le temps ça, quand on cherchait quelque chose. Demande à Saint-Antoine du Padoue, puis si tu le trouves, tu allumeras un petit lampion. Ouais, voilà. On parle maintenant de nouvel outil pour trouver des extraterrestres. Ben oui, écoute, on a l'impression depuis quelques années que cette idée de trouver des civilisations extraterrestres, là on parle pas des ovnis, là on parle vraiment de civilisations extraterrestres, ça semble être devenu un peu comme le Saint Graal de la recherche scientifique. Et là voilà qu'on apprend que d'abord, faut faire un bond un peu dans le passé. L'été dernier, tu te rappelles, on en avait même parlé, il y a des scientifiques qui ont annoncé qu'ils avaient découvert autour de Alpha du Centaure, Alpha Centauri, donc l'étoile la plus proche de notre Soleil, Ils ont découvert une planète qui était jumelle à la Terre. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, on aurait dès la première étoile qui est notre voisine, il y aurait une planète semblable à la Terre. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans cette histoire-là, c'est que dans un proche avenir, on pourrait être en mesure de lancer dans l'espace des microsondes avec des voilures qui pourraient se déplacer à peu près au quart de la vitesse de la lumière. Ce qui veut donc, la vitesse de la lumière, je te le rappelle, c'est 300 000 kilomètres à la seconde.
C'est quand même rapide, t'sais. Mais on croit qu'on pourrait élaborer des sondes qui pourraient se déplacer à 75 000 km/s. Ce qui veut donc dire que si, supposons dans 2 ans ou dans 3 ans, on est en mesure de lancer ces fameuses microsondes, elles mettraient à peu près 20 ans à se rendre à destination. Ce qui veut donc dire que de notre vivant, ou à tout le moins la génération de nos enfants, pourrait vraiment voir des images de ces mondes lointains et peut-être qui ressemblent à la Terre. Mais tout ça, évidemment, ça semble un peu de la science-fiction. Plus près de nous, à partir de cette fameuse découverte qui, visiblement, intéresse beaucoup les scientifiques, on a décidé, donc on a appris cette semaine, que l'European Southern Observatory, qui dirige, en fait, qui est un organisme européen, mais qui gère un immense télescope qui est placé dans les montagnes du nord du Chili. D'ailleurs, le télescope porte le nom très significatif de Very Large Telescope. Ça le décrit bien. Alors, ce groupe-là a décidé qu'ils allaient maintenant investir pour transformer l'appareil et l'équiper de manière à ce qu'il puisse avoir une observation directe. Hein, on parle pas de par la bande. Je regarde pas une étoile, puis là, la brillance de l'étoile me dit qu'il doit y avoir une planète autour. C'est pas ça qu'on va faire, là. On va vraiment équiper le télescope de manière à ce qu'il puisse observer l'étoile Alpha du Centaure et avoir une vision directe des planètes qui gravitent autour. Et ça, c'est intéressant parce que si on a une vision directe, on pourra observer cette fameuse planète que l'on dit être la sœur de la Terre et de voir si dans son atmosphère, il y a des signatures gazeuses qui ne sont pas des signatures gazeuses naturelles et qui viendraient plutôt d'une forme de pollution industrielle. Et si c'est le cas, bien évidemment, ça pourrait indiquer la présence d'une civilisation sur cette planète, une civilisation qui, en partie, a déjà commencé à polluer son atmosphère. Oui. Alpha Centauri est à combien d'années-lumière de la Terre? Est à 4,5 années-lumière de la Terre. Donc, c'est quand même relativement près. Oui. Donc, les images qu'on pourrait voir avec ce télescope-là, on verrait le passé, en fait. Oui, effectivement, tu les verrais. Comme on voit, et c'est bien que tu le mentionnes, on la verrait telle qu'elle était il y a 4 années et demie. Parce que la lumière que nous envoient ces corps célestes mettent 4 années à se rendre ici. Donc, on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans et demi. Donc, on pourrait avoir une vision directe de ces planètes et là, se dire, peut-être que on pourrait avoir des indices qui pourront nous déterminer si oui ou non il y a des civilisations qui vivent sur ces planètes. Tu sais, ce qui est intéressant, Yannick, c'est que de toute l'histoire de l'humanité, cette idée de sommes-nous seuls, c'est quelque chose qui est passionnant. Hein? C'est quelque chose qui nous replace, nous, en questionnement avec l'univers. Et pour la première fois depuis le début de l'humanité, on a les moyens technologiques de répondre à cette question. Donc, je pense que d'ici 10 ans, puis en fait, je ne me fais que l'écho de ce que les scientifiques disent, mais je pense que d'ici 10 ans, on aura la preuve irréfutable qu'il existe d'autres civilisations dans le cosmos. Et là, la grande question, c'est ces civilisations dans le cosmos, nous ont-elles déjà rendu visite? Nous rendent-elles visite? Et souhaitons-nous leur visite? Parce que là, tu vois, en même temps que cette initiative qui se fait pour équiper ce Very Large Telescope du Chili, une adaptation d'ailleurs qui devrait être complétée d'ici 2020, ouais. En même temps qu'il y a cette perspective-là qui est faite, il y a d'autres scientifiques qui ont annoncé cette semaine qu'ils se préparaient, eux, à élaborer un message radio et qu'ils allaient utiliser les grandes antennes qui sont déjà utilisées dans le programme du Search for Extraterrestrial Intelligence, donc un programme de recherche de signaux radio extraterrestres, que les gens ont probablement découvert avec le film de Jodie Foster, Contact. Oui. Donc, ce programme-là, il existe depuis les années 60. On écoute l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui indiquerait une origine extraterrestre. Et là, on se prépare à utiliser ces radiotélescopes pour envoyer un message vers Alpha du Centaure. Donc, on se dit, s'il y a une planète jumelle de la Terre aux côtés d'Alpha Centauri, et s'il y a une civilisation, peut-être est-elle assez évoluée pour capter un message radio qu'on lui enverrait. Donc, on se prépare à faire ça. On croit qu'on pourrait le faire d'ici la fin de 2018. Et ça, je dois t'avouer que c'est une initiative qui laisse pas indifférent beaucoup de scientifiques, et en particulier Stephen Hawking, qui lui dit qu'on ne devrait pas faire ça. Parce que tant aussi longtemps qu'on écoute et qu'on reste discret, c'est pas pire. Mais à partir du moment où on signale notre présence à d'autres civilisations,
évidemment, on pourrait voir débarquer chez nous de la visite que l'on veut pas voir. Et qui sont beaucoup plus avancés technologiquement que nous. Voilà, et c'est un peu l'argument de ces gens qui sont un peu réfractaires à cette idée, comme Stephen Hawking. L'idée, c'est que si on regarde dans l'histoire de l'humanité, toute civilisation évoluée qui est entrée en contact avec une civilisation, entre guillemets, plus primitive, ça s'est terminé par un génocide. Donc, une civilisation qui serait des milliers, voire des millions d'avance sur nous, si elle débarquait ici, je suis pas convaincu qu'il serait très préoccupé de préserver la vie humaine. Comme nous, on n'est pas très préoccupé lorsque l'on sort de chez soi et qu'on marche dans notre cour arrière, on est peu préoccupé par les fourmis ou les insectes qui sont là. Alors, on ne sera peut-être, qui sait, on sera peut-être les fourmis de quelques civilisations extraterrestres. Et c'est un peu le message que veut transmettre Stephen Hawking. Donc, il dit, attention, l'idée d'envoyer un message vers d'autres civilisations extraterrestres, il faut mettre un bémol là-dessus, c'est dangereux. Très intéressant. On termine la chronique de l'enquêteur du paranormal avec un dossier aéronautique qui implique encore une fois un objet volant non identifié. Oui, et ça, c'est intéressant parce que on a l'impression, pour moi, les dossiers aéronautiques sont les meilleurs dossiers de l'univers des ovnis. Pourquoi? Parce que les observateurs, les pilotes ou le personnel volant, ce sont généralement des gens qui sont familiers avec l'observation du ciel. Généralement, lorsque ces gens voient dans le ciel un objet inconnu, il y a souvent des données télémétriques qui accompagnent les témoignages, c'est-à-dire les relevés radars, les communications radio. On sait que tout est enregistré dans les boîtes noires. Donc, éventuellement, si on veut aller plus loin dans l'investigation, on a accès à ces données. Et enfin, le troisième élément, c'est que les gens qui vont mener des enquêtes de ce genre-là, ce sont généralement des enquêteurs professionnels comme ceux du Bureau des transports fédéraux ou encore le NTSB aux États-Unis. Donc, ce sont des gens très professionnels. On le sait, lorsqu'il y a un crash d'avion, par exemple, ces gens-là vont récupérer des débris de l'avion à peine gros comme un paquet de cigarettes, vont reconstituer l'avion dans un hangar pour finalement te dire, voici, c'est ce fil-là qui a fait défaut, puis voici comment ça s'est passé. On connaît le professionnalisme de ces gens-là, et ces gens-là n'ont pas un agenda de te convaincre que les ovnis existent ou que les extraterrestres existent. Je dis pas que les ufologues, donc les gens qui s'intéressent aux ovnis, ne font pas des enquêtes intéressantes et sérieuses, mais on le comprend, pour la plupart d'entre eux, ils partent avec le biais qu'ils sont convaincus que les ovnis sont des engins extraterrestres, donc c'est déjà un biais, et bien sûr, ils ont des moyens limités. On est tout à fait d'accord que je vois mal l'ufologue de Quaticook appeler l'armée canadienne pour lui demander des informations sur des opérations secret défense. Il va se faire accrocher à la ligne au nez. Alors que les enquêteurs du Bureau des transports qui enquêtent sur des incidents semblables, eux ont toute liberté pour questionner qui ils veulent. Donc, ça étant dit, on le sait, il y a eu au cours des dernières semaines plusieurs incidents impliquant des ovnis et des appareils aéroportés. En novembre dernier, il y a eu un avion de Porter qui faisait une liaison entre Ottawa et Toronto qui a dû plonger alors qu'il se trouvait au-dessus du lac Ontario. Le pilote a dû effectuer une manœuvre de plongée de son appareil parce qu'il a vu apparaître devant son avion un objet lumineux d'à peu près 3 mètres de diamètre. Et à ce moment-là, on en avait parlé, on favorisait l'hypothèse d'un drone, même si l'incident s'était produit quand même à 15 kilomètres des côtes. Et là, on apprend cette semaine que le Bureau des transports canadiens, le BST, rejette l'hypothèse du drone. Ils ont classé l'affaire, ils l'ont placé dans leur banque de données, mais ils avouent ne pas avoir été en mesure d'expliquer quel est ce mystérieux objet qui a failli télescoper l'avion de Porter Airlines en novembre dernier. La semaine dernière, je t'ai parlé de cette histoire d'hélicoptère au Chili, où on avait filmé un ovni en 2014 et que les autorités chiliennes n'ont pas été en mesure d'expliquer et que là, on a rendu public la semaine dernière. Et on apprend en même temps que ça se produit, on apprend que en décembre dernier, en fait, c'était dans la soirée du 26 décembre dernier, il y avait un avion qui effectuait une liaison entre New York et Miami. Et tu vois, c'est assez intéressant comme affaire. L'appareil en question se trouve à peu près à 100 000 nautiques au large d'Atlantic City. Et là, les pilotes voient apparaître au loin à l'horizon un objet lumineux qui brille en suivant une espèce de cadence blanc-orangé, blanc-orangé. Alors, les pilotes vont contacter les tours de contrôle le long de la côte du New Jersey, lui demander s'ils ont un objet qui est visible. Donc, on contacte à la fois l'aéroport Kennedy, les aéroports de Newark et les aéroports du New Jersey. Et tous ces gens-là sont unanimes. Il n'y a pas d'autre écho dans la direction que le pilote indique. Alors, à un moment donné, ce qu'ils vont faire, et c'est assez inusité,
un des pilotes a eu la curieuse idée d'allumer les phares d'atterrissage et de faire un appel de phare, mais en utilisant les feux d'atterrissage de l'avion. Et à leur grand étonnement, l'objet, l'OVNI en question, qui avait des mouvements aériens tout à fait erratiques. Il bougeait de gauche à droite, revenait à son point de départ, s'éloignait, revenait. Et puis à un moment donné, lorsqu'ils ont fait cet appel en utilisant les feux de position de l'avion, l'OVNI a réagi non seulement en changeant la modulation de ses signaux lumineux, mais il s'est déplacé comme s'il laissait le passage à l'avion. Donc, il s'est éloigné et là, l'avion a pu poursuivre sa trajectoire sans crainte d'être télescopé par cet objet. C'est quand même fascinant comme histoire. Oui, puis en même temps, ça peut être inquiétant aussi. Oui, effectivement. Donc, l'appareil s'est posé. Comme il n'y a pas eu de danger de collision, parce que les pilotes sont catégoriques là-dessus, il y a eu cet appel de lumière, oui. L'OVNI s'est déplacé. À aucun moment, ils n'ont senti que la sécurité des passagers était menacée. Donc, ces gens-là n'ont pas fait une déclaration au Bureau de la sécurité dans les transports. Aux États-Unis, c'est le BST, là, mais au lieu de ça, ce qu'ils ont fait, il existe un organisme civil qui collige les observations d'OVNI par les pilotes, spécifiquement par les pilotes. Donc, ces gens-là ont rapporté leur observation à cet organisme civil et qui n'a pas forcément nécessité une enquête par le Bureau fédéral des enquêtes dans le trafic aérien. C'est un beau dossier, ça. Oui, absolument. J'ai trouvé ça très intéressant comme rapport. ChristianPage.ca, enquêteur du paranormal, Vampé, un gros merci encore pour cette belle chronique. Merci. Bye-bye. Bonne fin de journée. Christian Page, l'enquêteur du paranormal, toujours très, très, très intéressant. Puis, il y a eu une belle nouvelle, la Historia. Christian a son émission qui s'appelle l'enquêteur du paranormal. Puis, comme il l'a dit, c'est une chaîne qui est spécialisée. Donc, toi, supposons avec Vidéotron, supposons que tu as le service de base, puis tu veux écouter Christian, faut que tu appelles chez Vidéotron puis tu leur dises, j'aimerais ça en voir Historia, puis tu payes. Donc, c'est une chaîne que tu dois payer. Puis il y a 200 000 personnes par semaine qui regardent cette émission-là sur les ondes d'Historia. Je trouve tellement que Christian Page gagne à être connu. Puis en plus, c'est un maudit bon gars. Mm-hmm. Vraiment, vraiment. C'est un excellent raconteur aussi. Oui. Toi, t'as pas eu la chance de voir ça, mais de voir Laurence être terrorisée par les histoires du passé qui vient nous raconter une fois de temps en temps. Tu sais, l'exorcisme, le film. D'où ça tient sa souche, ça. Il y a eu une famille derrière ça. Il y a eu des gens qui ont participé à essayer de sauver la vie d'une personne qu'on croyait être possédée du démon. Christian Page s'est déplacé. Il a vu où est-ce que ça s'est réellement fait, le début de l'histoire. Parce que L'Exorciste, c'est un film qui a été fait sur une histoire vraie. Lui, il est allé à la souche de tout ça. Il a été dans le château de Dracula. T'sais. Il nous a fait rentrer dans le château de Dracula. C'est incroyable. La semaine que je t'ai remplacé, là. Oui. La première question que j'ai posée à Laurence quand elle me dit c'est toi qui vas remplacer Yannick, c'est est-ce que je vais parler avec Christian Page? J'en entends très, très, très souvent parler de cette chronique-là, puis je pense que Christian aime bien ça, venir nous jaser à Québec. Toujours très intéressant, puis on espère continuer d'être avec lui pour les prochaines années. Il est 20h38, on fait une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X.